On va repartir pour la deuxième partie de ce cours et aujourd'hui on va parler des énergies fossiles. C'est ça le but du jeu d'aujourd'hui. Alors si vous devez retenir une seule chose du cours dernier, c'est cette planche. Donc très rapidement, en 15 secondes, le monde dans lequel nous vivons, 7 milliards d'homo, enfin 7 ou 8 milliards d'homo industrialis, c'est aux énergies fossiles pour l'essentiel qu'on le doit, qui ont permis d'alimenter un parc de machines croissant, qui a permis de créer une production croissante, qui nous a donné ce qu'on a coutume d'appeler notre niveau de vie. Alors vous savez que dans le paysage médiatique français, il arrive que les titres de journaux ne reflètent pas cette réalité et je pense qu'il n'y a pas une personne dans cette salle, malgré votre jeune âge, par rapport à moi en tout cas, qui n'ait pas entendu que la France était, ou lu plus exactement que la France était un pays tout nucléaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a jamais entendu ça dans la presse? Oui, un. Vous ne devez pas lire souvent le journal. Deux. Quand vous regardez les débats sur l'énergie dans la presse française, vous avez un élément absorbant du débat qui s'appelle le nucléaire, donc en général, assez vite, ça se focalise là-dessus. Vous avez ici un graphique qui a été fait par l'excellente société dans laquelle je travaille et dans laquelle on a regardé de quelle énergie primaire, donc de quelle énergie tirée de l'environnement se nourrissaient les machines qui nous rendent la vie si douce dans le pays. Alors, selon l'endroit où sont les machines, la colonne ne porte pas le même nom. Donc, la colonne qui est tout à gauche, industrie, c'est des machines qui se trouvent dans les industries, et donc c'est celles qui servent à fabriquer les objets qu'on consomme, une partie seulement. Dans la case transport, c'est des machines qui servent à déplacer des personnes ou des marchandises. Les cases tertiaires et résidentielles, c'est des machines qui sont dans des bâtiments, donc typiquement la consommation d'énergie des radiateurs de l'école des mines, du vidéoprojecteur de l'école des mines et de la cuisine de l'école des mines, tout ça, ça se trouve dans tertiaire. Et enfin, si la machine se trouve dans un champ, c'est dans l'agriculture. L'ordonnée est en milliards de kilowattheures, en térawattheures, et il s'agit d'énergie finale. Il s'agit donc d'énergie qui passe un compteur avant d'alimenter une machine. C'est de l'énergie qui est payée en général par le consommateur final. Pas toujours, mais qui est payée par le consommateur final. Et ce que je fais maintenant, c'est que je cercle la totalité de ce qui, en France, vient des combustibles fossiles dans ce qui alimente le parc de machines qui structure l'activité du pays. Ce que vous pouvez assez facilement voir sur ce graphique, même sans qu'on parle de chiffres de manière précise, c'est que l'essentiel de l'énergie dite finale, encore une fois, celle qui passe un compteur du consommateur final, que ce soit un consommateur particulier ou un consommateur entreprise, est constitué d'un vecteur qui a été fabriqué à partir d'énergie fossile. Alors ce vecteur peut être des carburants liquides, ça peut être de l'électricité faite avec du gaz, de la chaleur faite avec du gaz, etc. En France, c'est essentiellement des carburants liquides et du gaz final, qu'on utilise directement pour le chauffage ou pour d'autres usages dans l'industrie, qui sont l'essentiel de nos combustibles fossiles. On utilise un peu de charbon, pas beaucoup. Ça fait 10% de notre CO2, mais c'est pas beau, c'est encore moins que ça en quantité d'énergie. Et l'électricité qui vient du nucléaire, je l'ai mise à dessein évidemment, puisque je suis un peu taquin en vert clair ici. Vous voyez que par exemple dans le résidentiel, donc là où les gens habitent, le bois et l'électricité d'origine nucléaire représentent des approvisionnements énergétiques qui sont du même ordre de grandeur. Voilà, donc l'essentiel en France comme ailleurs de l'énergie qui alimente l'exosquelette que nous avons créé, c'est des énergies fossiles. Alors quand on raisonnera en CO2, on verra qu'on ne peut pas raisonner exactement comme ça, parce que la génération électrique se fait avec des machines de Carnot, donc vous avez beaucoup de pertes dans le système, mais sur l'énergie finale, c'est très très fossile. Et dans ces énergies fossiles, vous voyez que ce qui domine en France, comme dans tous les pays de la zone qu'on appelle OCDE, c'est-à-dire les pays qui sont anciennement industrialisés, pour dire les choses de manière un peu simple, c'est du pétrole. Donc l'énergie qui domine dans l'approvisionnement énergétique des pays de l'OCDE, Amérique, enfin États-Unis, Canada, Mexique, l'essentiel de l'Europe, Corée du Sud, Australie, Japon, etc., c'est du pétrole. Donc on va commencer par parler du pétrole. Alors le pétrole, qu'est-ce qu'on en fait? Bien évidemment, une fois qu'on l'a fait sortir de terre, et j'y reviendrai plus tard, on s'en sert pas tel que. À peu près aucune machine, sauf les chars d'assaut, ne sait utiliser du pétrole brut. Donc on va le raffiner. Le raffiner, ça veut dire qu'on le fait passer dans un grand alambic, un peu moins intéressant que celui qui vous donne de l'eau de vie, et on va distiller ce pétrole et en faire donc des fractions
qui sont constituées de molécules qui ne sont pas de même longueur en ce qui concerne la chaîne carbonée. Hein, donc on va séparer les chaînes carbonées entre des chaînes courtes et des chaînes longues. Donc ici, vous avez la décomposition d'un baril de pétrole à l'arrivée, j'ai envie de dire en sortie de raffinerie, dans lequel vous avez des produits qui sont légers. Dans les produits légers, vous avez le naphtha et le GPL. Le naphtha, c'est la base de la pétrochimie. La pétrochimie, c'est la chimie organique. Hein, donc toute la chimie organique qu'on a sur Terre est à base gaz ou pétrole. Vous avez de l'essence, vous avez du diesel, vous avez du fuel, qui sont exactement le même produit, vous avez du kérosène. Vous avez les bitumes avec lesquels on recouvre les routes. Vous avez des cires et des huiles. Voilà, et vous avez du coke de pétrole. Le coke de pétrole, c'est le résidu solide qu'on a en fin de distillation et qui, soit dit en passant, sert à alimenter l'énergie de la colonne de distillation. En général, c'est recyclé sur place, sauf quelques usages industriels divers et variés. Donc voilà ce qu'on fait essentiellement d'un baril de pétrole. Si on regarde comment évolue la consommation du monde en produits distillés, voilà à quoi ça ressemble. Donc tout en haut, vous avez l'essence et l'essence aviation. L'essentiel de ce truc-là, c'est de l'essence. En dessous, vous avez du gasoil et du fioul de chauffage, et l'essentiel, c'est du gasoil. En dessous, vous avez du fioul qu'on appelait autrefois du fioul lourd, qui sert à la marine marchande, dans l'industrie et dans la génération électrique. Et là, vous avez tout le reste. Donc le naphtha, les cires, les huiles, le bitume, le coke de pétrole, etc. Alors, vous voyez que dans le monde, la consommation de chacun de ces produits augmente. Maintenant, si je regarde l'Europe, vous voyez que c'est un peu différent. Je vous ai dit la dernière fois que l'Europe était déjà, depuis 2005, sous stress d'approvisionnement en ce qui concerne son pétrole. Elle n'arrive plus à suivre la tendance mondiale, pour des raisons sur lesquelles j'ai un peu évoqué et on y reviendra aujourd'hui. Et vous voyez que l'essentiel de ce que consomme l'Europe en ce qui concerne les produits raffinés, c'est du diesel et du fioul que vous avez là. C'est pas propre à la France, hein. Il y a eu un mouvement croissant de consommation de diesel, de fioul, et de kérosène. Le kérosène pour l'aviation est également là-dedans. Si vous regardez pour le monde dans son ensemble, en ce qui concerne les produits raffinés, vous voyez que c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important de noter, c'est que c'est les transports routiers qui... Oui. Sur les graphiques d'avant, il y a quand même une diminution notable de la consommation en fioul lourd. On peut l'attribuer à quoi ça ? Vous avez à la fois la sortie du fioul dans la génération électrique, il y a eu de moins en moins de fioul, la sortie du fioul de l'industrie, où ça a été remplacé par du gaz. C'est ça les deux basculements principaux. Et par ailleurs, on a progressivement adapté les raffineries, parce qu'en gros, dans une raffinerie, vous rentrez un paquet donné d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Et tout ce que vous allez faire dans la raffinerie, c'est que vous les réarrangez de façon différente. Mais grâce à ce cher Lavoisier, tout le carbone que vous ne retrouvez pas dans des produits légers, du coup, vous allez le retrouver dans des produits lourds. Donc, si vous organisez ce qu'on appelle votre coupe de raffinerie, c'est-à-dire la manière dont se décomposent les produits en sortant de raffinerie, en donnant de l'avantage à des produits plus légers que le fioul lourd, parce que vous voulez augmenter la part d'essence et de diesel, à ce moment, vous allez aussi corrélativement augmenter la part de bitume, de cire et d'huile, dont vous ne savez pas nécessairement quoi faire. Donc vous avez toujours un arbitrage qui se passe, et l'une des raisons pour lesquelles en France on a fiscalement avantagé le diesel, c'est qu'au moment, il y a eu un moment en France où on consommait entre guillemets trop d'essence par rapport à ce que savaient sortir les raffineries. Et donc à ce moment, on a cherché à favoriser le diesel, histoire de rééquilibrer la donne, notamment après les chocs pétroliers, quand le fioul est sorti rapidement du chauffage des habitations. D'accord ? Donc on s'est dit, là on se retrouve avec plein de fioul sur les bras, on ne sait pas quoi en faire, et donc on va essayer de le faire consommer par des voitures. Donc c'était pas du tout un complot des constructeurs parce qu'ils voulaient qu'il y ait des particules fines partout, c'était juste un rééquilibrage des produits de sortie des raffineries. Et demain matin, si on dit qu'on interdit le diesel, soit dit en passant, on se retrouve avec 30% de la coupe de raffinerie sur les bras dont on ne sait pas quoi faire. Bah oui. Vous ne pouvez pas le mettre dans le chauffage puisqu'on veut sortir le fioul du chauffage pour des raisons de climat, vous ne mettez pas dans l'industrie pour la même raison, vous ne mettez pas. Voilà. Donc je ne dis pas qu'il faut rester comme on est, je dis juste c'est un truc à prendre en compte, à garder en tête. Et une raffinerie, ce n'est pas quelque chose qui se paramètre d'un jour sur l'autre. C'est-à-dire une fois que vous avez construit votre raffinerie pour qu'elle ait une décomposition donnée en bitume, etc., en fait c'est des prises dans une colonne de distillation qui sont des prises physiques, à des hauteurs données dans la colonne de distillation. Donc vous ne débranchez pas le machin pour le remettre 10 mètres plus bas en disant je vais changer le fractionnement de ma raffinerie, quoi. C'est des travaux lourds qui sont nécessaires pour faire ce genre de choses.
Donc je disais, l'essentiel des produits raffinés servent au transport aujourd'hui dans le monde, et en particulier au transport routier. Je l'ai dit la dernière fois, mais je le répète, 98% du transport planétaire est fait avec du pétrole. L'électricité est marginale, le gaz est marginal. C'est vraiment le pétrole qui domine de la tête et des épaules dans les transports. Ce qui veut dire aussi une chose, c'est que le pétrole est par essence, pardon du mauvais jeu de mots, l'énergie de la mondialisation. D'accord ? Il n'y a pas de mondialisation sans pétrole. Et symétriquement, pour qu'il y ait de la mondialisation, il faut du pétrole. Voilà maintenant une décomposition de la consommation de pétrole par zone. Alors ce que vous voyez, c'est que la consommation des États-Unis, elle est raisonnablement constante depuis longtemps, et que c'est depuis longtemps, dans cette décomposition-là, le premier consommateur de pétrole dans le monde. Aujourd'hui encore, les États-Unis consomment pas loin d'1/5 du pétrole mondial, ce qui fait quand même beaucoup pour un pays qui fait pas 1/5 de la population mondiale, mais plutôt 5%. Et puis ensuite, voilà, vous avez diverses zones. Vous noterez évidemment l'essor de la Chine dans les périodes récentes. Alors, à côté du pétrole, on consomme aussi du gaz. Vous avez ici la décomposition de la destination du gaz utilisé dans le monde. Là, ici, j'ai bien dans le monde. Donc, retenez qu'en gros, vous avez 3 gros paquets. Électricité, industrie, chauffage, pour le dire de manière très simple. En France, c'est le chauffage qui domine de très loin. On a à peu près 60% du gaz qu'on consomme qui est utilisé dans le chauffage. Mais en gros, dans le monde, encore une fois, c'est électricité, industrie, chauffage. Enfin, on consomme du charbon dans le monde, et ici, vous avez une décomposition de la consommation de charbon par pays depuis 1965. Alors, vous voyez, il y a une grosse bosse. C'est l'essor industriel de la Chine. Mais avant elle, je vous signale que l'essor industriel de la Corée s'est fait exactement de la même manière. La Corée du Sud a multiplié ses émissions de CO2 par 27, entendez bien, par 27, entre 1965 et aujourd'hui. Donc là, vous avez exactement le même processus qui s'est produit pour la Chine, qui était insignifiante dans la consommation de charbon en 1965 et qui aujourd'hui en utilise la moitié dans le monde. Alors le charbon, à quoi ça sert? Je l'avais dit la dernière fois, j'ai essayé de trouver des chiffres plus récents, mais j'y suis pas arrivé, mais enfin bon, je sais que c'est toujours ces gros paquets. L'essentiel du charbon qu'on utilise dans le monde sert à de la production électrique, en gros les 2/3, et dans le tiers restant, vous avez une moitié, en gros, qui sert à la production d'acier, qui est du charbon métallurgique. Alors ces énergies ne sont pas égales en ce qui concerne leur rayonnement géographique. Je n'ai pas prévu de planche pour ça, mais la seule énergie mondiale que nous ayons, et pour des raisons physiques, c'est le pétrole. Donc le pétrole est la seule énergie pour laquelle vous avez plus des 2/3 de la production mondiale qui passe une frontière entre le pays de production et le pays de consommation. Et la raison à cela, c'est que le pétrole est très dense par unité de volume, c'est la plus dense des énergies fossiles par unité de volume, vous avez 10 kWh dans un litre, les autres énergies ne font pas ça. Dans un litre de gaz à température et pression ambiante, vous avez 1000 fois moins d'énergie, en gros. Et dans un litre de charbon, vous avez 3 à 4 fois moins d'énergie. Enfin 2 fois, pardon. Ça dépend de la qualité du charbon. Et par ailleurs, c'est liquide. Donc ça se transvase, donc ça se transporte et ça se stocke extrêmement facilement. Avec des déperditions d'énergie dans la chaîne de logistique qui sont très très faibles. En ce qui concerne le gaz, vous n'avez que 30% du gaz produit dans le monde qui passe une frontière entre pays de production et pays de consommation. Et là-dedans, vous n'avez que 10% donc 10 sur 30, 10% de la production mondiale de gaz, qui transite sous forme de gaz liquéfié, de gaz naturel liquéfié. Or, le gaz naturel liquéfié qui se transporte dans des méthaniers, qui sont des espèces de grands frigos sur l'eau, c'est des endroits où c'est comprimé et surtout froid, pour que le méthane soit liquide, c'est la seule forme de transport qui est arbitrable à la demande, comme le pétrole. C'est-à-dire le pétrole, vous avez mon négociant suisse de Vitol qui est là-dessous, là,
qui dit « Allô, le bateau qui est à tel endroit, on vous achète votre cargaison combien à Anvers? Non, non, moi je vous l'achète 1 centime de plus le baril si vous allez à Rotterdam ou si vous allez à la Nouvelle-Orléans, donc crac, vous allez changer de route. » Donc vous pouvez faire ça avec le pétrole, et ça se fait du reste. Le pétrole papier, le multiple des échanges par rapport au pétrole physique, je crois que c'est un facteur 100. Donc c'est une autre manière de dire qu'une cargaison, elle est négociée des dizaines de fois entre son point de départ et son point d'arrivée. Alors qu'en ce qui concerne le gaz, pour le gaz par pipeline, vous ne pouvez pas faire ça. Une fois que vous avez mis le pipeline entre la Russie et l'Allemagne, vous n'avez qu'un seul producteur, la Russie, et qu'un seul client, l'Allemagne. Et vous ne pouvez pas avoir un négociant au bout de son téléphone qui dit « Ah ben tiens, ça serait quand même vachement mieux de mettre le tuyau en Iran et de mettre l'arrivée du tuyau en Espagne. » Vous ne pouvez pas faire un truc comme ça. Donc, les échanges internationaux de gaz par gazoduc sont des échanges qui sont très rigides, puisque vous avez un producteur et un consommateur de l'autre côté. Et soit dit en passant, c'est la raison pour laquelle, historiquement, le prix du gaz a été calé sur le prix du pétrole, parce que le gaz était un substitut au pétrole, et il fallait être absolument sûr, tant du côté producteur que du côté consommateur, qu'on n'aurait pas envie d'arrêter de consommer du gaz en fonction de ce qu'était le prix du pétrole. Donc on s'est dit, le meilleur moyen, c'est que les deux valent la même chose, comme ça, on est tranquille, et c'est la façon dont les contrats de gaz se sont mis en place dans le monde. C'est pour ça que le gaz est à peu près partout maintenant, sauf dans quelques exceptions, indexé sur le prix du pétrole. Le charbon, hors charbon métallurgique, qui est un charbon qui vaut cher, parce qu'il sert à faire de l'acier et que vous avez que quelques mines qui savent faire du charbon métallurgique dans le monde, c'est-à-dire du charbon à très haute teneur en carbone, qui va servir à donner ensuite du coke au masculin, eh bien, à part le charbon métallurgique, vous n'avez que 10% du charbon extrait d'une mine dans le monde qui passe une frontière entre le pays de production et le pays de consommation. Donc retenez que quand on va du pétrole vers le charbon en passant par le gaz, on va d'une énergie qui est mondiale par essence à une énergie qui est domestique par essence. Et c'est la raison aussi pour laquelle, dans les pays qui ne consomment pas de charbon en direct, ce qui est le cas de la France, on a tendance à oublier sa place chez les autres, parce que, encore une fois, ce qui se passe dans un pays donné est raisonnablement indépendant de ce qui se passe dans les autres pays, en ce qui concerne le charbon. Ce que vous voyez ici, par exemple, c'est que, alors que la Chine explose en ce qui concerne sa consommation de charbon, vous avez d'autres zones dans le monde qui augmentent aussi, mais vous en avez qui diminuent, et si je prends l'ensemble du reste du monde, vous voyez, il n'y a pas une grosse différence entre là et là. Donc, la consommation de charbon est une affaire domestique, je le redis, la consommation de gaz une affaire régionale, si je schématise, et la consommation de pétrole une affaire mondiale. Alors en France, nous consommons des énergies fossiles. Voilà déjà la consommation de pétrole dans le pays. Alors ce que vous voyez, c'est que la consommation de pétrole a augmenté très très fortement jusqu'à ces fameux chocs pétroliers dont je vous ai parlé la dernière fois, et dont je rappelle qu'ils sont la marque de l'arrêt de la croissance de la quantité de pétrole consommée par les pays de l'OCDE. C'est ça, les chocs pétroliers. Donc c'est pas juste une variation du prix, c'est une variation instantanée sur le volume et qui a été extrêmement structurante sur ce qui s'est passé ensuite dans l'économie. Ce que vous voyez, c'est qu'au moment des chocs pétroliers, vous avez une bonne partie du pétrole qui est consommé par l'industrie, ça répond à la question qui était faite tout à l'heure, une partie par les transports, une bonne partie dans le chauffage, résidentiel et tertiaire, vous avez toujours eu une petite partie dans l'agriculture, importante pour la productivité des agriculteurs, mais marginale pour la consommation d'ensemble. Alors ne faites pas attention à ce qui se passe là sur le switch entre résidentiel et tertiaire, parce que mon hypothèse c'est que c'est soit une erreur, soit un artefact statistique, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie de bâtiments qui a dû être passée d'une catégorie à l'autre. Regardez le volume global de ce qui est consommé dans les bâtiments, et vous voyez que c'était beaucoup plus important au moment des chocs pétroliers qu'aujourd'hui où ça a été déplacé par du gaz et de l'électricité. Ce que vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel du pétrole qu'on consomme en France va dans les transports, et soit dit en passant, c'est aussi là que le consommateur final est prêt à le payer le plus cher. Donc c'est pas complètement étonnant, j'ai envie de dire, en termes d'arbitrage. Si vous êtes vendeur de produits raffinés, c'est bien ça que vous allez chercher à faire, c'est à le vendre là où le consommateur est prêt à le payer le plus cher. Oui. Je pense que la consommation de pétrole a vraiment diminué dans le tertiaire, alors qu'il y a eu une explosion de ce secteur. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit, vous. Je viens de dire il y a 30 secondes, ne faites pas attention à ça, c'est probablement un artefact statistique ou une erreur. Non, c'est...
Voilà, donc je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. Par contre, ce que je sais, c'est que le total des deux, c'est l'ensemble de ce qui est consommé dans les bâtiments. Et ça, c'est représentatif c'est un fichier statistique que j'ai récupéré sur le site du ministère. Et donc, il faudra que j'écrive à qui de droit pour savoir à quoi ça correspond. Je suis par contre totalement confiant dans la tendance globale pour l'ensemble des bâtiments. Parce que ça, c'est clair que ça a été une substitution par de l'électricité et par du gaz dans bon nombre de cas de figure. En ce qui concerne, le gaz, je vais y arriver, oui. Je ne sais pas pourquoi, tiens, j'ai mis une animation sur le titre. Voilà où va le gaz utilisé en France. Donc, ce que vous voyez, c'est que le premier poste de consommation du gaz utilisé en France, c'est le chauffage. Vous en avez un petit morceau qui va dans l'électricité, mais en gros, c'est la moitié de la petite partie qui est en haut. Et puis tout en bas, vous en avez également une partie qui va dans l'industrie. Alors notez un truc intéressant, je vous en avais déjà parlé la dernière fois rapidement, mais je le redis. Depuis que la mer du Nord a passé son pic de production, c'est-à-dire 2005, vous voyez que la consommation de gaz en France s'est arrêtée de croître et qu'elle est globalement en décroissance pour l'ensemble bâtiments et industrie. Au moment où la mer du Nord passe son pic, le gaz de la mer du Nord, c'est 60% de l'approvisionnement européen. Aujourd'hui, c'est encore 50%. Et on va voir dans pas longtemps que lorsque la Norvège va passer son pic, parce que c'est pas encore le cas, probablement que l'approvisionnement de la mer du Nord va descendre encore d'une grosse marche d'escalier. Enfin, nous utilisons du charbon en France. Donc ici, vous avez la quantité de charbon utilisée par secteur. Vous voyez à nouveau aux fourneaux et coqueries, c'est l'ensemble de ce qui est utilisé dans la sidérurgie. Les coqueries, comme je le disais tout à l'heure, font du coke à partir du charbon, c'est-à-dire du carbone presque pur. Et donc pour ça, on a un traitement spécial du charbon. Et puis on utilise également du charbon qu'on enfourne directement tel que dans les industries. Au-dessus, vous avez, sauf erreur de ma part, oui, c'est ça, l'électricité et les réseaux de chaleur, mais surtout l'électricité. Vous voyez que ça a beaucoup diminué. Et puis ensuite, il vous reste quelques petites bricoles. Mais enfin, c'est pas grand-chose, le charbon en France, comme je le disais tout à l'heure, puisque la consommation primaire totale de la France, c'est 240 millions de tonnes équivalent pétrole. Là, vous voyez, aujourd'hui, le charbon est à moins de 10, donc c'est pas grand-chose. Donc voilà les combustibles fossiles rapidement tels qu'on les consomme dans le monde et en France, et pour quel type d'usage.